Depuis quelques décennies, on parle de l'or blanc pour désigner l'économie de la montagne, mais bien avant cette manne touristique liée à la neige, la montagne était exploitée pour l'or jaune et bien d'autres minerais. Cette richesse, connue depuis des millénaires, a intéressé l'équipe de la revue trimestrielle L'Alpe, qui lui consacre à son numéro de rentrée. Le voici. Bonjour Sophie Boisard, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes l'éditrice de L'Alpe qui a, alors j'allais dire, une mine un petit peu sombre en cette rentrée, mais en revanche c'est tellement riche à l'intérieur qu'on vous pardonnera cette mine un peu triste. C'est vrai que c'est un petit peu en même temps le paradoxe de l'exploitation minière. C'est pas glamour, mais c'est une économie qui est très importante. Oui, tout à fait. La couverture est très sombre. En même temps, Je vous taquinais là-dessus. Oui, ça fait un numéro absolument passionnant à faire et j'espère que le contenu sera lumineux pour nos lecteurs. Oui, c'était... Les mines sont extrêmement anciennes dans les Alpes. Elles se remonteraient peut-être même jusqu'à la préhistoire, puisqu'on a retrouvé en fait des sites archéologiques datant du Paléolithique supérieur en Suisse, notamment dans le Valais, où le quartz était utilisé par les hommes préhistoriques, exactement. Alors qu'est-ce qu'ils exploitaient à l'époque? Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé notamment dans les le quartz, vous voyez, les cristaux de roche pour en faire des outils, des grattoirs par exemple. Donc ça, on a des traces comme ça. On a aussi un des grands centres miniers qui se trouve en Autriche, à Hallstatt, qui est dans la région qu'on appelle le Salzkammergut, qui est le grenier à sel, si vous voulez, de l'Autriche, et donc extrêmement riche en sel. Et là, on a retrouvé un pic en bois de serre qui aurait à peu près 7000 ans. Et donc le sel, donc quand je parlais de millénaire tout à l'heure, effectivement, ça remonte à des milliers d'années. Quels sont les principaux minerais qu'on trouve dans les Alpes et qui ont été du coup exploités? Alors, on a une très grande diversité, vous avez de tout. Vous avez de l'or, de l'argent, donc les précieux, de mais pas l'or, seulement. de l'argent, du cuivre, du plomb, du fer. On a aussi tout ce qui est de l'or du combustible, du charbon, du lignite, de l'anthracite. On a aussi du sel-gemme, on en parlait. On a aussi donc les cristaux de roche. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement large. On a une photo là qui est absolument magnifique. C'est la carrière de pierre à chaud de Chanaz. Alors, vous m'avez dit, il faut consacrer un numéro entier justement à ces minéraux extraordinaires, mais vous vouliez quand même dire que voilà, ça faisait partie de l'exploitation minière aussi. Voilà, exactement. Donc en plus de tous les minerais que je citais, il y a aussi donc tout ce qui a servi de matériaux de construction, comme ici donc les carrières à chaux, les carrières de ciment, voilà. Et alors pour les cristaux de roche, oui, et le monde des cristalliers, pour nous c'est un numéro entier. Donc. Effectivement. Donc on en reparlera. On en reparlera, voilà. L'âge d'or de l'exploitation minière, c'est quand dans les Alpes? Alors c'est que c'est difficile de parler des Alpes, parce que vous l'avez dit, il y a l'Autriche, où il y a effectivement une exploitation très importante. C'est pas la même qu'en France? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut isoler un âge d'or. Ouais. On peut peut-être essayer de dégager différents temps forts. Donc, pour revenir en Autriche, donc Hallstatt, c'est l'âge de fer, qui a donné son nom, la culture d'Hallstatt a donné donc son nom à une des plus importantes civilisations de l'âge du fer. Il y a eu aussi une période extrêmement importante, c'est au Moyen-Âge, en Italie par exemple, dans la région de Bergame, qui était très riche en or, en argent, en cuivre. Et là, les ingénieurs alpins avaient mis au point ce qu'on appelle le fourneau à la bergamasque, avec un espèce de soufflerie hydraulique, qu'ils ont importé d'ailleurs dans le Dauphiné et en Savoie. Et ça, chaque fois, ça répondait à des besoins. Et on répondait à des besoins. En allant dans les Alpes, on trouvait ce qu'on voulait. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, vous aviez l'argent qui était très important pour battre monnaie, le fer, le cuivre qui était très important pour fabriquer des outils, des armements. Donc, je parlais tout à l'heure de Bergame, donc, qui allait fournir toute la région de Milan, qui comptait, je ne sais pas, des centaines de cuirassiers. Et voilà, c'était le moment des guerres d'Italie, donc on en avait bien besoin. Effectivement, donc on comptait bien sur ces mines pour pouvoir... Exactement. Ouais. Les principaux filons qu'on a exploités dans notre région? Alors, dans notre région, on peut prendre peut-être deux exemples. Il y a la mine de plomb argentifère qui est en Savoie, qui est celle de Pesé, qui est assez connue pour une anecdote. En fait, vous connaissez la prestigieuse école des mines parisienne, mais il faut savoir que sous le consulat, donc on est dans les années 1802 à peu près, eh bien, les directeurs de l'école des mines décident d'installer le siège à Pesé, en Savoie, pour que les étudiants se frottent à la réalité du métier, allient la théorie
et la pratique. Et les étudiants parisiens, pas très ravis, pendant l'expérience va durer 13 ans à peu près, vont étudier en Savoie. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Je crois qu'on a des images de la mine de la Mure aussi, tout à fait, qui est un filon important. C'est un filon très important. Donc les mines, les houillères du Dauphiné, qui ont été exploitées sur le plateau mathésin, qui ont été exploitées à partir du XVIIe siècle, qui ont été extrêmement riches. C'est un chevalement, c'est ça. Exactement. C'est la partie émergée d'une mine. Voilà, et donc il y a un article qui rend hommage de façon... il y a énormément d'iconographie qui est tirée justement, qui vient de ces mines-là, qui ont malheureusement fermé leurs portes en 1997, si je ne me trompe pas. Et donc on a consacré un article à un sculpteur qu'on peut comparer un petit peu au facteur cheval. S'il fallait lui apposer une étiquette, on parlerait d'art brut, qui s'appelle Robert Ibanez, qui a justement utilisé, en fait, si vous voulez, tous les rebuts, les scories de la mine pour en faire des sculptures. Donc par exemple, vous voyez cette très très belle sculpture qui s'appelle L'amour de ce couple, qui est fait à partir de pièces de bicyclette. Voilà, donc un artiste à découvrir aussi effectivement dans ce numéro de l'Alpe. Est-ce qu'on peut dire que les mines ont permis de maintenir une population sur place ou au contraire, est-ce qu'il a fallu faire venir des gens pour y travailler? Alors là aussi, si vous voulez, vous aviez des mines de différentes tailles. On a ce qu'on appelle les mines paysannes qui ont subsisté jusqu'au XXe siècle, où c'était le paysan qui allait chercher le charbon de terre dont il avait besoin pour son propre chauffage, pour ses propres besoins. Et puis vous aviez des véritables cités minières qui évidemment embauchaient beaucoup plus de gens. Et puis à partir du 19e siècle, il y a un autre temps fort de l'exploitation des mines avec le charbon. Là, la main-d'œuvre locale, en effet, ne suffit pas. Donc, au 19e et 20e siècle, on va faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Russes, des Maghrébins qui vont venir. Par exemple, dans un autre article, celui de Michel Étiévon, il décrit très bien cette marmite, une vraie marmite de nationalités qui ont travaillé au creusement du tunnel Arc-Isère, qui a connu une énorme grève en 1942. Alors, c'est une exploitation, il faut le savoir, qui fascinait la haute société. Parce que ça lui rapportait des richesses, évidemment, donc c'est pour ça que ça a fasciné. Et du coup, il collectionnait des enluminures qui représentaient des métiers. C'est le cas des Habsbourg, je crois. Voilà, alors donc là, on est de nouveau au Tyrol, au XVIe siècle, à la Renaissance. Donc les Habsbourg, qui étaient une très puissante, des plus puissantes familles d'Europe, possédaient des mines du Tyrol. Et donc, on en connaît, on en voit, les mineurs, en fait, ont décidé de rédiger une sorte de plaidoyer qui montre leur savoir-faire absolument exceptionnel, qui vont faire un peu, ils avaient le sens de la communication, ils vont faire de la propre publicité pour leur propre savoir-faire, parce que les princes d'Habsbourg avaient confié l'administration de leurs mines à la fameuse famille des Fugger. C'était des banquiers extrêmement riches d'Augsbourg. Ils avaient peur justement, parce qu'il y avait déjà la concurrence en fait, de l'or et des minéraux qui venaient d'Amérique. Et donc les mineurs de Tyrol voulaient montrer comment leurs mines étaient extrêmement bien gérées. En effet, donc on voit en couleur toutes les étapes de la mine et tous les métiers qui participaient, du bûcheron jusqu'à l'huissier, jusqu'au comptable. Voilà, un numéro absolument passionnant dans l'Alpe. Et je voulais dire qu'il y a un dossier qui est particulièrement intéressant et qui a peut-être suscité une polémique. C'est une enquête sur les officiers géographes, c'est-à-dire des hommes de l'ombre qui ont atteint, lit-on, les plus hauts sommets pour leur travail à l'époque, travail de cartographie, avant les grandes stars de l'alpinisme. Donc là, ça va faire grincer des dents. Oui, donc on a publié un article de 3 chercheurs amateurs qui sont ingénieurs, cartographes militaires de formation et qui se sont intéressés, en fait, qui ont déniché au service historique de la Défense, notamment une carte qui a été établie vers les années 1750 par les frères Bourset de la Seigne, qui, pour leur travail de cartographe, ont cartographié, si vous voulez, toute la partie des Alpes qui va grosso modo de Vintimille à Montmélian, en fait, selon la méthode de triangulation. Et donc, suivant cette méthode-là, qui est extrêmement précise, parce que non seulement les cartes sont sublimes d'un point de vue esthétique, mais elles sont extrêmement justes, mathématiquement, donc nos trois chercheurs montrent qu'ils ont dû grimper sur ces sommets pour en mesurer l'altitude, pour calculer les distances. Et donc peut-être dès 1750, mais attention, avec l'aide des habitants, parce que cette campagne cartographique s'est faite en quelques années, ils ont été ascensionnés des sommets, peut-être même avant. Pour en savoir plus, lisez l'Alpe, c'est un dossier passionnant. Merci beaucoup. Merci Madame Boizard.